Une chose importante à retenir du régime français, c'est que le commerce des fourrures, tout comme la plupart des autres activités économiques, sert essentiellement à une chose, enrichir la France. Dans l'optique impériale du XVIIe et du XVIIIe siècle, la colonie sert à fournir des matières premières à bas prix à la France. Dans notre cas, on parle essentiellement du castor. Ensuite, ces matières premières sont transformées en produits manufacturés, comme par exemple des chapeaux de feutre, pour être vendus ensuite aux colonies. Cette manière de voir les choses, qui profite à la France, est une doctrine économique appelée le mercantilisme. Elle a été appliquée tout au long du régime français avec plus ou moins de rigueur par la France pour enrichir la métropole. Dans cette perspective, il est illogique que la Nouvelle-France développe trop son économie et qu'elle entre en compétition avec celle de la France, ce qui explique selon plusieurs le développement plutôt lent que la colonie a connu. Comme on applique le mercantilisme et que les marchands ne sont pas soumis à la concurrence, le commerce va enrichir des importateurs français. Leur manière de procéder est simple. Ils fournissent à la Nouvelle-France différents produits manufacturés comme des vêtements, des tissus, des armes à feu, de l'alcool, et les navires font alors l'aller-retour entre la France et la Nouvelle-France, amenant d'une part les matières premières et de l'autre les produits manufacturés. Avec la construction de la forteresse de Louisbourg au XVIIIe siècle, va naître ce qu'on va appeler le commerce triangulaire. À part la Nouvelle-France, la France possède aussi des colonies aux Antilles, comme par exemple ce qui est Haïti aujourd'hui. Comme la Nouvelle-France, les Antilles françaises vont aussi fournir des matières premières à la métropole. On parle dans leur cas surtout de canne à sucre ou de rhum. Ce qui fait dire qu'avec le commerce triangulaire, au fur et à mesure que la Nouvelle-France va dégager des surplus alimentaires, de poissons ou de bois, elle va donc pouvoir les envoyer soit vers les Antilles françaises ou vers la France. On en a déjà parlé souvent, mais le commerce des fourrures, ça demeure pendant tout le régime français une importante activité économique. On n'a quand même pas choisi le castor pour rien sur les pièces de 500. Si Pierre de Chauvin a fondé Tadoussac en 1600, c'était d'abord et avant tout pour commercer avec les montagnais qui vivaient à proximité du lieu. On peut dire la même chose de l'Acadie de Pierre du Godemont, de Québec de Champlain, de Trois-Rivières de la Violette et même de Montréal, qui était fondé à l'origine pour des raisons religieuses, mais qui va devenir rapidement une plaque tournante du commerce des fourrures. Être proche des Grands Lacs a quand même son utilité. Pour illustrer l'importance du commerce des fourrures, disons qu'on a exporté vers la France, pour la seule année 1699, pratiquement 300 000 peaux de castor. Ça fait des pelleteries le principal produit d'exportation de toute l'histoire de Nouvelle-France. Pour mener à bien le commerce des fourrures, les Français devront tisser des alliances avec différents groupes autochtones, comme les Montagnais, les Algonquins et les Hurons. C'est d'autant plus nécessaire que le gros de l'ouvrage est quand même fait par les Amérindiens. En fait, ce sont eux qui vont à la chasse et qui préparent les peaux. Certains Amérindiens vont même porter les fourrures pendant quelque temps pour leur donner plus de valeur. Puisqu'on fabriquait des chapeaux avec les peaux, la sueur engendrée par le port des fourrures donnait un feu de meilleure qualité et les Amérindiens pouvaient espérer obtenir un meilleur prix. Un autre personnage important dans le commerce des fourrures, c'est le coureur des bois. C'est lui qui sert d'intermédiaire entre les compagnies et les autochtones. Peu appréciés des autorités religieuses, ils sont comme des travailleurs autonomes qui travaillent pour leur propre gain. Pour ce faire, ils vont parcourir de longues distances pour s'approvisionner en fourrure, en apportant avec eux des produits comme des outils en métal, des couvertures en laine, des armes à feu ou de l'eau-de-vie, pour les échanger contre des peaux aux Amérindiens. Quand des mesures en vue de peupler la colonie seront mises en place par les autorités dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il faudra même obtenir un permis spécial pour faire la traite des fourrures. On parlera à partir de ce moment-là de voyageurs pour les désigner, ce qui va les distinguer des coureurs des bois qui, eux, n'ont pas de permis. Les distances, quant à elles, deviendront de plus en plus grandes puisqu'il faudra toujours aller plus loin pour satisfaire l'appétit des marchands impliqués dans le commerce des fourrures. Si la Nouvelle-France de 1645 se résume grosso modo à Québec, Montréal et Trois-Rivières, elle représentera un siècle plus tard un immense territoire qui s'étend du Labrador à la Louisiane, en passant par la vallée du Saint-Laurent, l'Acadie, le Mississippi et les pays d'en haut. Le territoire sera composé en majeure partie de forts et de postes de traite, une occupation qui est reliée directement au commerce des fourrures. On dira cependant que la Nouvelle-France est un géant aux pieds d'argile.
Son peuplement très faible ne dépassera jamais 70 000 habitants, qui vivent essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent. Les premières compagnies qui étaient responsables du peuplement de la colonie ne réussiront jamais à remplir leurs promesses quant au peuplement. Un retard que la Nouvelle-France ne rattrapera jamais. Une telle occupation du territoire attise les convoitises. Déjà, au début du régime français, Anglais, Français et Hollandais se sont disputés le contrôle du commerce des fourrures avec les Iroquois, dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York. Plus tard, en 1670, les Britanniques vont fonder la Hudson Bay Company et revendiquer le territoire du même nom pour concurrencer la Nouvelle-France et ses fourrures. De plus, les colonies anglaises voient leur population dépasser très rapidement le million et vont se sentir de plus en plus coincées, et elles aimeraient bien prendre de l'expansion plus à l'ouest dans la vallée de l'Ohio, et tant qu'à y être en même temps prendre le contrôle du commerce des fourrures. Bien que le commerce des fourrures soit l'activité économique la plus importante en termes de revenus pour la Nouvelle-France, c'est toutefois l'agriculture qui représente l'activité économique pratiquée par le plus grand nombre de personnes. On appelle habitants ceux qui cultivent leurs terres en Nouvelle-France, un nom dont la population de la vallée du Saint-Laurent était fière et qui n'avait pas la connotation péjorative qu'on lui donne aujourd'hui. La vie était rude en Nouvelle-France et l'habitant qui avait défriché sa terre de A à Z y était fortement attaché. Le premier cultivateur de la colonie était Louis Hébert, mais on n'en était alors qu'au premier balbutiement. D'abord de subsistance et basée sur le blé, l'agriculture a pris de l'ampleur avec le régime seigneurial au fur et à mesure que les terres furent concédées par les seigneurs. Plus on avance dans le 17e siècle, plus la taille des terres va augmenter. Des animaux de ferme comme des chevaux, des bovins, des moutons et des porcs vont venir donner un coup de main à l'agriculteur, soit en servant de force motrice, soit en étant consommés comme viande. Avec ces animaux, d'autres produits agricoles vont s'ajouter plus tard, comme les pois, l'avoine ou le maïs. Ces meilleures conditions ont permis à l'agriculture de se diversifier peu à peu. Jean Talon, célèbre intendant, n'est certainement pas étranger à cette diversification. Il va par exemple fournir des métiers à tisser aux colons pour leur permettre de tisser des toiles. C'est lui aussi qui va favoriser la culture du lin et de chanvre avec lesquels on pourra fabriquer des cordages, bien utiles pour les chantiers navals de Québec. Jean Talon va même être à l'instigation de l'ouverture d'une brasserie en Nouvelle-France. Brasserie qui connaîtra un succès mitigé, mais qui stimulera quand même la production de houblon. Avec la multiplication des terres cultivées, les seigneurs devront construire de nouveaux moulins pour permettre de moudre le grain, le pain étant la base de l'alimentation. C'est ainsi qu'apparaîtra le meunier, un des nouveaux métiers reliés aux produits agricoles dans la colonie. Vers la fin du 17e siècle, l'habitant peut générer quelques surplus agricoles qu'il pourra vendre aux différents marchés. Il existe 3 types de marchés: marché local, les villes et la France. Le marché local, c'est évidemment les habitants qui vont s'échanger entre eux leur surplus, plus souvent qu'autrement par du troc. On sait cependant que la population de Nouvelle-France va augmenter rapidement suite aux différentes mesures prises par Jean Talon, ce qui va nécessiter davantage de produits agricoles. C'est ainsi que des marchands vont se spécialiser dans l'achat de produits agricoles pour les revendre, surtout en ville. En retour, les habitants vont pouvoir se procurer des tissus, des vêtements ou de l'eau de vie. Les surplus qui n'y seront pas vendus en ville, dans les différents marchés publics, seront ensuite écoulés par des importateurs en utilisant le commerce triangulaire, c'est-à-dire vers Louisbourg, les Antilles ou la France. Vers la fin du 17e siècle, la Nouvelle-France va dégager des surplus agricoles. Ces surplus vont permettre de libérer une main-d'œuvre qui n'a plus besoin de pratiquer l'agriculture pour subvenir à ses besoins. On va voir naître différents métiers dans la colonie, comme par exemple des perruquiers, des tonneliers ou des orfèvres. Les premiers seront dans le monde rural. C'est pourquoi ces artisans vont pratiquer à la fois l'agriculture et leur métier. Cependant, au 18e siècle, ils vont graduellement s'installer en ville, contribuant ainsi à la création de quartiers artisans où ils vont s'installer avec leurs ateliers et leurs boutiques. L'expansion des villes et la construction de fortifications au 18e siècle donnera de l'emploi à des charpentiers, des menuisiers et des maçons. On verra aussi en ville d'autres métiers comme des chapeliers, des bouchers ou des aubergistes. Tout reste essentiellement artisanal
mais se diversifie et dynamise l'économie de la Nouvelle-France. Bien qu'elle puisse sembler importante, cette diversification de l'économie est cependant bien superficielle. L'économie de la Nouvelle-France reste d'abord et avant tout basée sur le mercantilisme, qui ne laisse que peu de place à autre chose qu'au commerce des fourrures et à l'agriculture. Certains intendants, comme Jean Talon, ont tout de même tenté de diversifier l'économie. Ce n'est pas tant qu'ils voulaient rendre l'économie de la Nouvelle-France dynamique, mais ils voulaient plutôt que la Nouvelle-France soit moins dépendante de sa métropole. On a déjà parlé des tentatives de diversification de Talon dans le monde agricole, notamment en incitant les paysans à cultiver du lin, du chanvre et du houblon, ainsi qu'en intéressant davantage les habitants à l'élevage. En plus de ces incitatifs, il a ouvert une brasserie qu'il a dû fermer un peu plus tard sous ordre de la métropole. Ce fut le même résultat avec son chantier naval. Malgré ces tentatives, l'économie de la Nouvelle-France du XVIIe siècle doit d'abord servir l'économie de la France. Il va falloir attendre un autre intendant important, Gilles Locard, pour voir une véritable tentative de diversification de l'économie de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle. Sous son intendance, la France a assoupli sa politique mercantiliste et a même subventionné 2 chantiers navals. C'est pourquoi on les dit chantiers royaux. Évidemment, un chantier naval, ça amène son lot de nouveaux métiers. Il faut fabriquer les tonneaux, le cordage et le goudron. À la même époque, l'État va aussi subventionner les forges du Saint-Maurice. C'est qu'on a trouvé dans la région de Trois-Rivières du minerai de fer, ce qui va favoriser le choix de ce lieu pour fabriquer différentes pièces destinées au chantier naval, mais aussi divers objets usuels comme des instruments agricoles, des poêles à bois ou des marmites que les colons n'auront plus besoin d'acheter de France. Il y aura d'autres initiatives pour rendre l'économie de la Nouvelle-France plus autonome, comme la construction du chemin du roi dans les années 1730 entre Québec et Montréal. Malgré cela, jamais l'économie de la Nouvelle-France ne va réellement prendre son envol. Le mercantilisme a trop longtemps limité son économie. Et puis, avouez qu'une économie qui est obligée d'utiliser comme monnaie d'échange des cartes à jouer signées par l'intendant parce qu'elle manque d'argent liquide, ça fait pas trop sérieux.